Bienvenue dans La Salle, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs du fitness francophone. Je m'appelle Thibaut, fondateur d'iFlow, une agence d'automatisation IA spécialement conçue pour les enjeux des salles de sport. Acquisition des leads, rétention des adhérents, optimisation opérationnelle et bien plus encore. N'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles si le podcast t'a plu. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans La Salle, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le monde du fitness. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme qui a fait preuve d'une adaptabilité sans faille, qui a su gérer ses enfants en bas âge et lancer son business en même temps. Pauline Tranchant est chef d'entreprise, maman et directrice de 6, bientôt 7 studios Iron Body Fit. Elle a franchi le cap du million d'euros de chiffre d'affaires avec un leadership sincère, humain et sans filtre. Pauline, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, OK, je me lance, j'ouvre mon premier studio? Bonjour Thibaut. Tout d'abord, merci à toi de m'accueillir ce matin dans ton podcast. Pour ta question, oui, je me souviens bien de l'ouverture de mon premier studio. Forcément, c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat, donc je m'en souviens plutôt bien et c'était plutôt chaotique, Ouais. on va Qu'est-ce dire. qui, qu'est-ce qui a provoqué ce premier saut dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis longtemps, depuis que tu étais jeune, une opportunité que tu as pu saisir, ou alors, je sais pas, un ras-le-bol de ta situation et tu t'es dit, en fait, il faut que j'entreprenne et que je fasse les choses moi-même? Alors, tout simplement, moi, j'ai plutôt un parcours assez simple. J'ai jamais été forcément dans l'entrepreneuriat pendant mon enfance. J'ai eu un parcours scolaire classique. Donc j'ai fait ma primaire, mon collège, et puis après, en troisième, bon, j'avais un niveau scolaire qui était pas dégueulasse, mais qui était pas non plus waouh. Donc, on m'a un peu orientée vers un métier dès la troisième. Donc, je suis partie faire un CAP esthétique. Ok. Donc, j'ai fait un CAP esthétique en 2 ans et après, j'ai trouvé donc une entreprise pour faire un apprentissage et continuer donc avec un brevet professionnel d'esthétique. Donc, je me suis arrêtée là par la suite. J'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai été en apprentissage et j'y suis restée quasi 10 ans. Ok. Mes deux enfants sont nés quand j'avais ce job. Et à la naissance de mon deuxième fils, j'ai décidé de faire une petite pause pour justement réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis finalement, ça a été une pause assez courte parce qu'au bout de 3 mois à peu près, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de retourner dans le monde salarial. Donc pour moi, c'était tout simplement la logique d'ouvrir son propre institut de beauté, ayant fait mes études et toute mon expérience professionnelle dans ce domaine. Et en fait, un jour, un soir, un dimanche soir, je regarde le dimanche, c'est vrai que je regarde pas trop la télé, mais le dimanche, j'aime bien regarder Zone Interdite ou Capital. Ouais. Et un soir, je regarde Capital et je tombe sur Iron Body Fit, je tombe sur l'électrostimulation. C'était une émission qui était qui avait été tournée, je crois, dans l'hiver et elle avait été diffusée en juin parce que le thème, c'était justement comment être beau à la plage. Et donc, on avait montré ce type d'entretien corporel via l'électrostimulation et présenté en même temps la franchise Iron Body Fit. Et tout simplement, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, tiens, c'est un concept innovant, il n'y en a pas dans ma région. Et j'étais la cliente cible, 2 enfants, pas forcément le temps ni l'envie d'aller en salle de sport et en plus, voilà, le corps avec de grossesses qui changent. Bien sûr. Et voilà, et d'un coup de tête, ça m'a tapé dans l'œil et je suis partie sur Avignon au sein de la franchise directement au siège social. J'ai essayé sur moi le concept et en fait, je suis tombée amoureuse et je me suis dit, OK, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Mais j'étais pas forcément, voilà, dès le départ, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément inné, on va dire. D'accord, ok. Hyper intéressant. Et tu disais tout à l'heure que ton début a été très chaotique. J'imagine que bah, tu as démarré du coup avec tes deux enfants en bas âge, tu le disais, peu de moyens, beaucoup d'incertitudes, j'imagine. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans les premiers mois où tu t'es lancé? Alors, au départ, en fait, on ne sait pas trop si ça va être dur ou pas parce qu'on n'y connaît rien. Vraiment, quand on passe
côté entrepreneuriat alors qu'on était salarié, on ne sait pas du tout. Et je pense qu'on a une image qui est justement complètement faussée de ce qui va se passer. Je pense qu'on se dit, OK, quand on est chef d'entreprise, on fait ce qu'on veut, on a de l'argent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu c'est ce que je pense peut-être certains salariés peuvent penser. Alors qu'en fait, pas du tout. Justement, c'est le début en fait des ennuis, on va dire, parce que ben, on connaît rien. Et la législation en France est très compliquée. Donc, quand on veut ouvrir une entreprise, on se rend compte qu'il y a énormément de papiers. Au niveau administratif, c'est très lourd. Et puis aussi, on se rend compte qu'on est livré à nous-mêmes et que, bon, alors moi, j'ai eu de la chance d'être accompagnée quand même en franchise. Donc, pour la première ouverture, bon, bah, j'ai été quand même soutenue et épaulée sur les démarches. Mais on se rend compte que oui, on est livré à soi, qu'il faut aller chercher du financement. Mais moi, j'y connaissais rien du tout au business plan. À l'époque, pour moi, le chiffre d'affaires, hors taxe, TTC, la rentabilité, enfin, j'y connaissais rien du tout. Donc, vraiment, j'y suis allée un petit peu à tâtons et en fait, j'ai appris au fur et à mesure. Mais c'est vrai que au départ, ben, ça fait peur parce que c'est des gros montants. Entreprendre dans un business quand tu sors d'un petit institut de beauté, c'est comme si ben, moi à l'époque j'avais fait construire ma maison, donc j'en avais eu pour, je sais plus, je crois, à peu près 150 000 € pour me construire ma petite maison avec mes 3 chambres, mon petit jardin. Et là, j'allais chercher le même financement pour créer ma société, donc c'était pour moi, c'était waouh. C'était vraiment, ouais, c'était pas facile. Et à côté de ça, il y avait les enfants. Donc, mon premier fils avait 3 ans et le petit dernier, ben, avait même pas un an. À l'époque, il avait 10 mois quand le projet a commencé à sortir de terre. Et ouais, c'était très difficile parce que t'es dans l'incertitude de savoir est-ce que ça va fonctionner. T'as épuisé. Moi, à l'époque, j'avais vendu mon véhicule pour justement faire l'apport pour cette société-là. Donc, je me retrouvais avec une petite voiture qui pouvait tomber en panne à tout moment. Non, c'était vraiment pas facile. Ouais. Ok, et du coup, tu disais que bah, au début, tu as quasiment tout appris sur le tas. Est-ce que si tu devais revenir en arrière, tu ferais en sorte de t'entourer peut-être davantage ou peut-être d'apprendre un petit peu avant de te lancer? Ou alors tu regrettes pas du tout de t'être lancé dans l'inconnu et d'avoir appris sur le tas? C'est quoi ton recul par rapport à comment ça s'est déroulé? Alors, je regrette pas du tout et si c'était à refaire, je le referais parce que vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, justement, je suis passée par toutes les phases. Et aujourd'hui, je m'entoure avec mes collaborateurs justement pour les faire monter en compétences jusqu'à peut-être même ouvrir leur propre studio d'électrostimulation. Et en fait, je suis passée justement par les phases classiques euh, qu'aujourd'hui, voilà, un futur entrepreneur peut passer. Et en fait, je sais ce qu'il ressent. Et justement, non, je pense que non, je regrette pas du tout. Parce que je pense que c'est ça qui a fait ma force, c'est d'être quelqu'un de simple. Et même si aujourd'hui, voilà, on va sur l'ouverture du septième studio et que, il y a d'autres ouvertures en cours et qu'on a passé le million d'euros de chiffre d'affaires, ma simplicité a fait que je pense que finalement, c'est ce qui a fait ma force. Donc, non, je regrette pas du tout. Après, bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai envie de me former et j'ai besoin de me former, de me développer en compétences. Mais je regrette pas d'être partie. Je pense que si j'avais dû dès le départ me dire OK, je vais me former, je vais attendre, peut-être qu'au contraire ça déjà j'aurais mis du temps à sortir le projet, le temps serait passé, je me serais peut-être posé trop de questions, peut-être que ça m'aurait découragé de voir que finalement ce qui m'attendait c'était peut-être trop pour moi. Là, sans trop savoir, et j'ai mis un pied dedans et en fait j'avais plus le choix, je pouvais pas revenir en arrière. Donc finalement, je pense que ça a été plutôt une force en fait. Ouais. C'est vrai que parfois on a tendance, lorsqu'on veut se lancer dans un projet, à vouloir tout comprendre autour de ce projet-là, mais c'est vrai que finalement le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se lancer, de se mettre à fond dedans, et c'est comme ça qu'on grandit, parce que il y aura toujours quelque chose qu'on peut apprendre en plus. Donc on n'est jamais virtuellement prêt pour se lancer, je pense. Et c'est vrai que se confronter au terrain, et c'est la meilleure manière d'apprendre, en fait, faire des erreurs, se rendre compte que là, peut-être qu'on aurait dû faire autrement, bah,
ça marque tellement qu'au final, la prochaine fois, on fera mieux et on fera en sorte de faire mieux et d'apprendre de l'erreur qu'on a eue, quoi. Donc, ça résonne totalement dans ma situation actuelle. Je viens de me lancer, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et Après, on peut faire plein de plans. Comme on dit, on fait des plans sur la comète, mais ça se déroule jamais, voilà, comme on veut, parce qu'il y a des choses sur le papier qui sont sur le terrain ne sont pas les mêmes. Donc, on peut pas toujours, enfin, ça peut pas sur le papier, ça peut pas correspondre à réellement ce qu'il y a sur le terrain. Donc, finalement, enfin, faut y aller. Au bout d'un moment, faut passer à l'action et en fonction de ce qui arrive, d'être prêt. Faut savoir qu'il va avoir des moments très bas, il peut avoir des moments très hauts. Faut juste être prêt à encaisser justement ce qui peut arriver et vraiment on s'y attendait pas et ce qui peut être difficile. Mais de là à se dire quoi exactement, non, faut plus de légèreté, je pense. ouais, tout à fait d'accord. Et au tout début, du coup, comment tu t'es organisé pour enfin, créer un studio complet et le faire scaler et passer à 6? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà visualisé dès le départ? Tu t'es dit, OK, moi plus tard, j'aimerais avoir beaucoup de studios franchisés, ou est-ce que tu t'es dit, bon, un, ça pourrait être bien et on verra par la suite? Alors, non, j'avais même pas réfléchi pour te dire à l'après. À l'époque, j'avançais plutôt au jour le jour, entre guillemets. J'avais pas du tout réfléchi à l'après. Je me souviens justement lors de ma formation dirigeante au sein du groupe Iron Body Fit, avant d'ouvrir mon studio, que le fondateur, donc Adrien Jaffel, m'avait posé la question de voilà, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu vois plus tard sur le court, moyen et long terme. Moi, il y avait une chose à l'époque, c'était je m'étais fixé une rémunération. Alors c'est bête parce qu'aujourd'hui c'est une rémunération, enfin c'est plus du tout en cohérence avec aujourd'hui parce que j'en ai pas l'utilité. Mais à l'époque, je m'étais fixé une rémunération de 10 000 € par mois. Je m'étais dit, moi, je veux gagner 10 000 € par mois. C'était mon objectif, je pense, parce que à l'époque, mon beau-père, c'était à peu près ce qu'il gagnait en tant qu'infirmier libéral. Et du coup, c'était certainement peut-être un peu un exemple de se dire, OK, mon beau-père et ma mère ont un confort de vie avec une maison, un camping-car, enfin voilà. Donc, je m'étais fixé cet objectif-là, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout en corrélation avec mon mode de vie. Mais je m'étais pas fixé un nombre de studios. Pour moi, j'allais ouvrir mon studio, être dedans, y travailler 24 heures sur 24. J'avais l'image de mon ancien employeur, donc dans l'esthétique, avec qui je suis restée 10 ans, qui, dès quasiment la sortie de ses études, a ouvert son institut de beauté. Et du coup, bah, sa vie, elle avait donc son institut de beauté, collé à son institut de beauté sa maison, avec une porte pour passer de l'institut à la maison. Et en gros, sa carrière est toute tracée. Elle va certainement jusqu'à la retraite, avoir son institut de beauté. Donc c'était, je pense peut-être un peu ce que je m'étais imaginé. J'ouvre mon commerce et puis je vais rester dans mon commerce, enfin, faire toutes les amplitudes horaires et être patronne de mon studio. Et en fait, rien n'a été calculé finalement. Juste, j'ai vu que c'était un concept qui prenait, qu'il y avait de la demande, que dans le département, il n'y avait rien, que c'était plutôt vierge. Et je voyais des personnes qui faisaient jusqu'à 30 minutes de route une fois par semaine pour faire de l'électrostimulation. Et je me suis dit, OK, au début, ça a été la motivation des clients, en fait, d'essayer de répondre à toute la satisfaction des clients. Je fais de la route, ça va sur un abonnement de 6 mois, un an, mais au moment de renouveler, ça tiquait parce que, bon, faire la route quand même 30 minutes une fois par semaine, c'est bien, mais sur le long terme. Et donc, ça a été comme ça, l'ouverture après du deuxième studio, justement à plus de 30 minutes du premier, pour répondre en premier à la clientèle. Et après, il y a eu le troisième studio parce que, pareil, c'était dans un département où il y avait rien. Et après, c'est vraiment, je pense, à partir du troisième où là, j'ai compris que finalement, j'ai quand même attendu ouais, plus de 3 ans pour me dire, OK, je pense que tu es doué, tu as un truc. L'entrepreneuriat, ça te va bien, tu es heureuse dans ce que tu fais. Et c'est là où je suis plus passée du côté à me dire, OK, donc là, en fait, je peux me développer, je sais faire
je sais retranscrire ce que mes valeurs auprès de mes collaborateurs pour que eux fassent tourner les boutiques. Et c'est plus à ce moment-là où vraiment ça a pris un autre sens et ça a été plus là un développement entreprise et pas au départ, voilà, c'était vraiment moi, Pauline, juste simple, quoi, mes trois petits studios en mode, voilà, quand on a trois, tu peux y travailler 1 à 2 jours par semaine, tu es encore dans l'opérationnel et dans l'effectif. Hyper inspirant. Tu parles souvent justement de ton équipe avec gratitude. C'est quelque chose qui est important pour toi. Au début, comment est-ce que tu as recruté? Comment tu as formé? Et surtout, comment tu fidélises des personnes aussi engagées dans ton quotidien, qui sont alignées avec tes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris tout au long, ou tu t'es fait coacher, ou c'est ton naturel, ta sympathie naturelle qui a réussi à transmettre ça à tes équipes? Alors, pareil, là, j'ai pas fait de formation spéciale. J'ai eu mon premier collaborateur, donc Florian, qui est encore avec moi aujourd'hui. Donc, il va, si je me trompe pas, ben, il fait ses 6 ans. Donc, il est toujours là. Donc, je suis hyper fière. Au départ, en fait, le premier collaborateur, je l'ai recruté pourquoi? Pour me libérer du mercredi et du samedi pour pouvoir être disponible avec mes enfants. Donc, au départ, ça a été plus pour ça, c'est me dire, OK, bon, c'est bien beau de travailler du lundi au samedi et de faire 10 h 20 h, mais bon, tu as quand même 2 enfants en bas âge. Et puis, enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie, tu les vois pas grandir. Donc, au départ, ça a été un besoin vraiment de se dire, OK, mes enfants ont quand même besoin de moi. Donc au départ, c'était un petit contrat de un mi-temps en fait. Et puis bah, au fur et à mesure de l'ouverture des studios, il a forcément fallu bah, que je m'entoure. Et en fait, ça a été au départ une évidence. Et ce qui a fait ma force justement, c'est le fait que je sois partie finalement un peu de rien. Et que j'ai été quand même plus d'1 an dans leur peau parce que pendant plus d'1 an, bah, j'ai été coach en électrostimulation. J'ai géré le studio de A à Z et ce que je leur demandais de faire aujourd'hui et de prendre ma relève, j'y étais passée par là. Et ça, c'est vrai que ça a été une force parce que c'est pas évident. Tu as souvent des collaborateurs qui peuvent te dire, quand ils intègrent une entreprise, il y a tout de suite un directeur en haut qui est finalement peut-être pas passé par les étapes, qui a fait des études assez longues et qui est arrivé sur un poste managérial ou de directeur assez rapidement, alors que moi, j'étais vraiment passée par toutes les étapes. Donc ça a fait ma force parce que j'ai pu me mettre dans leur peau et je savais ce qu'ils allaient avoir sur le terrain. Et après, c'est aussi ma façon de faire qui reste aujourd'hui très simple. Je suis très accessible. Mes collaborateurs, ils peuvent me joindre à n'importe quand. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, que ça soit du côté pro ou privé. Même si aujourd'hui, ben, on est quand même plus de 21 et on va finir, je pense, d'ici fin d'année, on devrait être entre 28 et 30. Donc, c'est plus la même dimension, mais mon accessibilité reste la même. On reste assez soudés. Ils savent que quand ils ont des coulures, ils savent qu'ils peuvent m'en parler. Je les sais et j'ai bien compris qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir ben, en dehors du travail autre chose, d'avoir des choses qui nous animent, il faut aussi que voilà, le travail, ça soit un moment où on s'épanouit, mais il faut pas que ça déborde trop sur la vie privée. Donc ça, je l'ai compris aussi. Donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise et en principe, quand ça se passe bien, après, enfin, ça coule tout seul, quoi. J'ai très peu d'arrêts maladie ou qu'en journée, c'est vraiment qu'ils peuvent pas travailler parce qu'ils sont vraiment malades. J'ai très peu d'absentéisme. Quand j'ai des collaborateurs qui quittent l'entreprise, c'est parce qu'il y a un projet de vie qui fait que qu'ils doivent partir, mais je garde des liens quand même avec les anciens que je revois en extérieur. Donc ça, ouais, c'est plutôt une force. C'est plutôt d'être resté encore une fois, le mot simplicité, c'est d'être resté simple et de savoir ce qu'ils vivent sur le terrain pour mieux les accompagner au quotidien. Et
Super inspirant, encore une fois, je le redis, mais ça résonne beaucoup dans le projet que moi j'ai envie de mener aussi également, avec créer une des équipes, etc. Donc, je m'identifie pas mal à ta posture, en tout cas, ça m'inspire pour la suite. Tu parlais justement de ton côté naturel et bienveillante, etc. Comment est-ce qu'on arrive à gérer l'aspect fermeté qu'il faut avoir en tant que leader et pour faire tourner une boîte finalement, et avec ce côté aussi sympathie et naturel? Comment est-ce que tu allies un leadership fort, mais à la fois humain et fiable? C'est quoi ta posture par rapport à ça? Alors, je suis quelqu'un de très exigeante quand même avec le travail. J'ai des process, voilà, j'ai l'expérience client. Enfin, je suis très carrée. Il y a le côté humain et il y a le côté très cash. Et c'est ça aussi qui fait que c'est pas toujours facile non plus de travailler avec moi, justement parce que moi, j'aime qu'on me dise les choses avec transparence. Et je suis aussi plutôt comme ça. Donc, quand avec mes collaborateurs ou que ça soit même ma famille hein, autour de moi ou mes amis, je vais pas dire les choses, j'ai pas de filtre. Je vais pas prendre de pincettes. Mais à contrario, il y a ce côté quand même très bienveillant où je vais être à l'écoute. Mais quand j'ai besoin de recadrer ou quand j'ai besoin justement de dire les choses et de dire, OK, là, stop, en fait, réveille-toi, reprends-toi en main et vas-y, parce qu'en fait, je sais que moi, je pense que des fois, dans des moments au début où j'ai eu des bas où ça a été difficile, je pense que j'aurais aimé justement qu'il y ait quelqu'un qui me dise, c'est bon, Pauline, t'y vas, tu vas pas pleurer sur toi. On y va, on se lance et puis on arrête de dire oui mais. Bon, ouais, je suis un peu aussi comme ça. Il y a le côté humain, mais il y a vraiment le côté cash et exigeante que je suis. Et ça, pareil, mes collaborateurs et les gens qui m'entourent le savent. Des fois, on me dit, OK, j'apprends à relativiser, à me dire, OK, je vais attendre un peu avant d'aller répondre ou d'aller voir la personne pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut faire mal aussi hein, d'être trop cash, mais je pense que ça, justement, c'est ce qu'on aime aussi chez moi et ce qui fait que des fois, on va se prendre quelque chose en pleine face, on va se dire, OK, elle est dure, on va peut-être un peu bouder de son côté et après, en réfléchissant, je pense que ça a montré des voies et justement à plusieurs personnes qui se sont dit, ouais, en fait, finalement, peut-être qu'avec ce que m'a dit Pauline, en fait, elle avait raison, même si c'était dur. Euh, donc, ouais, je suis quand même humain, exigeante, mais cash. Ouais, ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu à des profs que j'ai pu avoir quand j'étais dans ma scolarité au lycée ou au collège. Tu sais, ces profs hyper exigeants que t'as pas envie de décevoir en fait. Et que tu sais qu'ils vont te faire une remarque, qu'ils vont te mettre une mauvaise note ou peu importe, et qu'en fait tu vas les décevoir. Et ce côté leadership, donc cette fermeté mais aussi cette douceur, je pense que c'est le bon équilibre effectivement qui fidélise tes collaborateurs et qui fait qu'ils ont pas envie de te décevoir et qu'ils vont donner leur maximum. Donc, je comprends totalement. Mais du coup, c'est quelque chose qui était inné dans ton caractère, c'est-à-dire que tu as toujours été comme ça, un petit peu ce côté cash mais cette douceur également, ou c'est quelque chose que tu as réussi à construire au fil des expériences et que que tu t'es construite dans ton aventure entrepreneuriale. Non, il y a eu vraiment, en fait, il y a eu une Pauline avant l'entrepreneuriat, une Pauline après Ok. l'entrepreneuriat réellement. Avant, j'étais quelqu'un qui avait du caractère. J'ai toujours eu du caractère quand même parce que je me souviens à l'école, souvent, enfin, ça arrivait que je me batte ou voilà. Mes parents ont déjà été convoqués, donc j'ai eu du caractère. Enfin, j'avais déjà du caractère avant, mais j'étais quand même quelqu'un qui était plus ou moins pas dans son coin, mais oh, enfin, sans plus, ni moins, ni plus ni moins, mais il y a eu vraiment un avant-après. Alors, je pense que en fait, oui, je me suis en fait révélée. Je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi et que des fois, et qu'avant, ça ressortait par des moments où peut-être que j'osais pas. Et justement, quand ça ressortait, c'était l'explosion et c'était trop. Et en fait, de passer du côté entrepreneuriat, oui, je pense que ça a révélé vraiment ce que j'avais enfoui en moi, et de plein d'expériences de mon passé, certainement de mon enfance, où je me suis dit, OK, en fait, aujourd'hui, t'as rien à prouver entre guillemets.
Tu peux dire ce que tu penses, tu peux y aller, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu veux aller. Et ouais, je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi, mais c'était peut-être enfoui, on va dire. Ok. Bah, c'est intéressant ce switch, du coup. Enfin, à quel point, du coup, une aventure entrepreneuriale, ça peut te changer, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais. Même autour de moi, il y a eu vraiment, autour de moi, on me l'a dit, ou ma famille, il y a vraiment eu un avant-après, honnêtement. Ouais, bah, j'imagine, ouais. C'est sûr que en fait, quand toute ta vie change et que tu passes du coup à une nouvelle étape et à un nouveau quotidien, forcément, la personne que tu es doit s'adapter et ça m'étonne pas. Et j'aimerais aborder les moments de doute que tu as pu avoir. J'imagine que tu as dû vivre parfois des moments de solitude, des déceptions, des galères. Comment est-ce que tu fais pour tenir dans ces moments-là? Quand tu es un peu dos au mur, c'est quoi ta méthode? Est-ce que tu as t'as des anecdotes par rapport à ça? Alors, il y a toujours des moments de doute, même à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, j'ai aussi des moments de doute sur certains studios que j'ai ouverts dans certaines villes où je me dis, OK, est-ce que c'était le bon moment, le bon endroit? Est-ce que finalement, voilà. Donc, il y en a toujours. Après, je rebondis, c'est-à-dire que je me dis, OK, si ça marche pas, c'est pas grave. T'enlèveras les machines, tu feras un autre concept. Voilà. Donc, ça, j'ai toujours une solution. J'anticipe toujours et j'ai toujours plus ou moins une solution de me dire, si ça prend pas comme tu veux, derrière, tu rebondiras avec autre chose. Après, les moments de doute, comment je les gère, c'est pas forcément évident. J'ai pas de recette miracle. Il y a des fois où je vais vraiment pas bien, hein. Aujourd'hui, il faut arrêter de montrer sur les réseaux sociaux que c'est tout beau, tout rose. Non, pas du tout. Il y a des fois où ça peut arriver que quand je fasse 1 heure de route entre un de mes studios et mon domicile, je passe 30 minutes à pleurer. Ça peut arriver que je sois très énervée et que je crie sur mes enfants parce que j'ai été excédée d'une journée. Non, non, il y a des moments qui sont très durs. En principe, j'essaie, dans ces moments-là, pareil, j'essaie toujours de me rattraper plus ou moins, enfin de me rapprocher, pas rattraper, mais de me rapprocher de mes équipes. Alors, je leur dis pas que je vais pas bien, mais j'essaie toujours de discuter avec eux sur des sujets où je sais qu'ils vont me rebooster, me remonter le moral inconsciemment et sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Donc, encore une fois, voilà, c'est toujours avec mes collaborateurs. Je cherche pas, je cherche pas de réconfort quand ça va pas ou quand j'ai des preuves difficiles auprès de ma famille, parce que souvent ta famille, ils sont là quand même ils sont là pour t'épauler de toi, mais le côté entrepreneurial, ils ont souvent du mal à le comprendre et au contraire, quand tu vas les mettre en alerte en disant ouais, je suis fatiguée, ça va pas, j'ai peur. Ils vont plutôt être dire, écoute, Pauline, justement, tu devrais prendre du temps pour toi, te reposer et peut-être faire une pause et arrêter de te développer. Pourquoi tu vendrais pas? Donc, le conseil, c'est n'allez pas forcément chercher auprès de votre famille du réconfort de ce côté-là, parce que c'est vrai ils ont pas la même vision et c'est pas évident pour eux. Mais plus de se rapprocher ouais, de ses collaborateurs ou même de d'autres chefs d'entreprise. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte. C'est un réseau 100% féminin où on se voit tous les vendredis, 1 semaine sur deux. Quand il y a des moments qui vont pas, justement, je peux aussi, auprès de ce groupe de femmes qui sont elles aussi entrepreneurs, je peux aussi chercher, je peux chercher des moments où j'ai besoin de réconfort et où elles peuvent comprendre ce qui se passe. Et après, ben, forcément, il y a des moments aussi qui font du bien où tu vas te ressourcer auprès de ta famille, donc auprès de mes enfants, où tu prends un petit moment off le week-end et où tu souffles. Ouais. Et tu parlais justement de vie pro, vie perso. Comment est-ce que tu gères cette double vie de chef d'entreprise et de maman? Est-ce qu'on peut tout concilier ou il faut accepter des déséquilibres dans sa vie perso? Alors moi, je dis que je reprends le mot un peu chaos de tout à l'heure d'ouverture. C'est un petit chaos organisé, ma vie avec mes enfants. Non, aujourd'hui, il faut aussi lâcher prise de ce côté. Ça peut pas être parfait. Et je pense que moi, en plus, j'essaie de leur montrer réellement, c'est-à-dire que je vais pas forcément les faire garder quand j'ai des choses le soir. Alors, je suis maman solo parce que je suis en garde alternée justement pour mes enfants. Et en principe, la semaine où je les ai, j'évite de programmer des choses en dehors des heures classiques.
de travail pour être disponible pour eux, bah, maximum, je vais les chercher à 18h30 à la garderie. Mais des fois, bah, par exemple, cette semaine, là, je les ai et jeudi, on m'a invité à une table ronde justement pour parler d'entrepreneuriat au féminin et ben, j'ai mes enfants. Donc au début, j'ai décliné l'invitation et puis on m'a dit, mais non, il faut absolument que tu viennes. Et du coup, j'ai dit, OK, bon, je vais venir. Par contre, je viens avec mes enfants. Donc j'essaie voilà de faire les choses dont j'ai vraiment envie. J'ai pas envie de les faire garder avec une nounou ou quoi que ce soit, donc je vais les emmener avec moi. Et bon, des fois ils sont contents, des fois ils râlent un peu, mais au moins ils voient la vie réelle plus ou moins. Donc oui, il y a des fois, ben, bien sûr, c'est le chaos, hein, c'est pas forcément. Tu peux avoir un petit coup de téléphone alors t'es en train de faire le repas ou les devoirs. Tu dois absolument répondre parce que c'est une urgence au travail. Mais, euh, mais j'arrive quand même à bien m'en sortir. Aujourd'hui, bah, il y a des choses qui font que voilà, tu peux te faire livrer sans citer, tu peux te faire livrer le tout pour faire tes repas et que tout soit plus ou moins préparé. Pour l'entretien de la maison, tu as des robots maintenant qui font que quand tu pars le matin, tu lances ton robot et c'est fait. Enfin, donc voilà, il y a des petites aides, il y a des petites aides qui font que ça se passe plutôt bien. C'est hyper speed par contre, mais ça va. C'est vrai que j'en suis pas encore là, mais des retours que j'ai des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont entrepris et qui ont des enfants, on dit souvent que c'est une question de choix. Alors oui, effectivement, parfois t'as pas le choix ou t'es confronté à des urgences, etc. Donc tu dois faire des choix qui sont un petit peu compliqués, et donc parfois prioriser peut-être ta vie de travail plutôt que ta vie perso ou inversement. Mais je pense qu'avec de la bonne volonté et surtout de l'amour par rapport à ses proches et à ses enfants, on peut toujours trouver un équilibre dans tout ça et finalement faire perdurer les deux. Donc je pense que je suis assez d'accord avec toi. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Peut-être que dans quelques années, ce sera le cas et donc j'aurai peut-être une expertise également dans ce domaine-là. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et peut-être une dernière question. Si tu avais une chose à dire aux futurs franchisés, aux dirigeants de salle ou femmes, par exemple, qui veulent se lancer, tu leur dirais quoi? Ce serait quoi le message? Mais comme je disais un petit peu tout au long des questions, c'est de pas trop réfléchir et de passer à l'action. C'est de suivre aussi son instinct. Parce que des fois, il y a des choses qu'on sent pas. Et je pense qu'il faut aussi s'écouter de ce côté-là. Donc, ouais, ça serait plutôt ça. Euh, Organisez-vous un plan, ça c'est sûr, mais bon, c'est compliqué de suivre réellement un plan. Donc, il faut arrêter d'attendre que tout soit parfait en fait pour se lancer. Vous allez apprendre en chemin. On n'a pas forcément de destinée à se dire, OK, je veux réussir et je me vois déjà dans tant de temps avec tant d'entreprises ou tant de chiffres d'affaires. Euh, voilà. C'est bien quand même d'avoir un rêve, un projet court, moyen, long terme, de se fixer quand même des objectifs. Mais après, laissez-vous la liberté de se dire si c'est OK ou si c'est pas OK et se dire OK, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, sans trop se poser de questions et passer vraiment à l'action. N'attendez pas trop. N'attendez pas qu'on vous dise que c'est bon. Surtout, comme je disais tout à l'heure, pareil, au, enfin votre petit cercle entre les amis et la famille, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, va pas forcément vous dire, vous encourager, vous dire d'y aller, ils vont plutôt vous dire est-ce que tu es sûr et vous mettre des doutes. Donc ouais, c'est plutôt ça que je dirais. Passez à l'action, vous allez apprendre en chemin et c'est vraiment suivez aussi votre instinct et allez-y, foncez. Très clair. Et peut-être toute dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines, Pauline? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Ben, que je continue à développer de plus en plus les studios Iron Body Fit. Je pense que j'ai pas tout à fait fini de ce côté-là. Après, j'ai des projets justement hors franchise. Donc, j'aimerais bien peut-être aller au bout de ces projets-là et de me lancer vraiment solo sans accompagnement
et sans ma franchise. Donc, et puis réussir, continuer à évoluer, réussir à trouver l'équilibre justement vie pro, vie perso. Je pense que c'est hyper important aussi. Donc voilà, ouais, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais continuer à travailler, encore m'entourer d'autres collaborateurs. Et puis quand même, aujourd'hui, prendre le temps de me former quand même. Bah, Quand super. même, Bah, j'ai écoute, appris tout sur le tas, c'est bien aussi de commencer à réfléchir à vraiment se former. Je pense qu'au bout d'un moment, pour passer un step, euh, il le faut. ok, bah écoute Pauline, je te souhaite tout ça. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir, hyper inspirant encore une fois. C'était le deuxième épisode du podcast, mais à chaque fois j'en ressors grandi, donc et je pense que les auditeurs également. Donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du coup de Dans la salle et merci encore Pauline. Merci Thibaut. Merci pour ton temps, j'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à partager, à t'abonner ou à mettre 5 étoiles sur Spotify. Également, si tu as pour projet d'automatiser ta salle de sport avec de l'IA, de vouloir gagner en croissance et de te libérer de l'opérationnel, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou par mail, je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, je te dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.